On commence par démontrer un petit résultat simple. Alors il n'est pas à retenir, hein, il faut savoir le retrouver, il est facile à retrouver. C'est l'air qui est en vert ci-dessous. Alors pour le retrouver, c'est facile, on sait bien calculer ceci, hein, c'est l'intégrale qui est ici. On l'a calculé pour des nombres A et B quelconques hein, déjà. Voilà, et ça donne finalement ceci, primitif de ça, c'est moins E moins lambda t, bref, ça fait 1 moins E moins lambda x. Ça, c'est l'air qui ici est en mauve clair. Hein. Donc on se dit bien que l'air qui est en vert, c'est ce qui reste ici, quand on enlève le 1. Alors on peut l'écrire ici, le contraire de grand X inférieur ou égal à X. C'est grand X supérieur à X, mais on a déjà vu que c'est la même probabilité que grand X supérieur ou égal à X. Et du coup, on peut écrire 1 moins probabilité de ceci. Ça fait 1 moins, etc. Et moins lambda X. Alors pour ceux qui ont suivi la vidéo suivante jusqu'au bout, on peut retrouver un petit résultat qui avait été vu. Hein. Alors ici, on voit... Non, on ne le voit pas. Si on prend X égale juste 1 sur lambda, voilà. On retrouve ici, probabilité de grand X supérieur ou égal à 1 sur lambda, ça fait E puissance moins 1. Ici on a 0,37 et on avait vu qu'à gauche on avait toujours 0,63. Bref, l'essentiel c'est qu'on va utiliser ce résultat-là plusieurs fois, qui n'est pas à retenir. Un rappel sur les probabilités conditionnelles. On a ici deux événements A et B, P de A ne vaut pas 0, formule connue par cœur. La probabilité de B sachant A, c'est probabilité de A inter B sur probabilité de A. C'est-à-dire ce qui est sombre par rapport à ce qui est rouge ici. Alors une bonne façon de voir ceci, c'est de calculer la probabilité de B sachant oméga. C'est-à-dire avec cette formule, c'est P de oméga inter B sur P de oméga, c'est-à-dire P de B sur 1, c'est P de B. Autrement dit, calculer probabilité de B sachant A, c'est vraiment restreindre l'univers à A. On ne s'intéresse qu'aux événements qui sont à l'intérieur de A. Et on calcule la partie sombre sur la partie rouge. L'essentiel, sûrement, est de savoir ceci. Alors voici le cadre. Grand X suit la loi exponentielle de paramètres lambda. T et H sont des nombres positifs, hein, ou strictement positifs. Ici, on a fixé H égale 2. Et on peut regarder sur le dessin, ci-dessous. T, c'est l'abscisse de A, il est ici, il vaut 5 hein, pour fixer les idées, et H, c'est l'abscisse de F, il vaut 2. Alors, on vient de démontrer cet énoncé général, et on va l'appliquer à grand A égale X supérieur ou égal à T, et à grand B égale X supérieur ou égal à T plus H. Alors, l'événement X supérieur ou égal à T, c'est en densité tout ce qui est ici, et supérieur ou égal à T plus H, c'est tout ce qui est assuré, la probabilité de X supérieur ou égal à T plus H. Alors on applique cette formule, ici, P de l'intersection sur P de A, et maintenant l'intersection de deux événements dont l'un est contenu dans l'autre, c'est le plus petit des deux, c'est-à-dire X dépasse T, et X dépasse T plus H. Ça veut juste dire X dépasse T plus H. Bon. Et maintenant, on utilise cette formule qui a été rappelée aussi. La probabilité que X dépasse petit x, c'est E moins lambda X. Donc on l'applique en haut et en bas ici. Et on obtient ceci. E puissance moins lambda T plus H sur E puissance moins lambda T. C'est-à-dire finalement, on simplifie par E moins lambda T, ça fait E moins lambda H. Ce qui, d'après cette formule toujours, est la probabilité pour que grand X supérieur ou égal à H. On a donc démontré cette formule, hein, assez désagréable quand on la voit pour la première fois. On essaie de l'apprivoiser un peu avec les valeurs numériques qui sont ici, par exemple. Voilà, ça s'écrirait comme ceci. Probabilité de X dépasse 7, sachant que X dépasse 5, c'est probabilité que X dépasse 2. Alors graphiquement, sachant que X dépasse 5, c'est-à-dire qu'on est à droite de ce point, probabilité d'être dans la zone assurée ici, X dépasse 7,
c'est exactement la probabilité pour que x dépasse 2. C'est-à-dire c'est toute la zone ici qui n'est pas en marron clair. On essaie de donner un sens plus concret à cette relation. Alors, les lois exponentielles, elles sont souvent utilisées pour modéliser des durées de vie. Alors, des durées de vie de composants électroniques ou d'ampoules, ou bien des durées de vie de noyaux radioactifs, mais ça mériterait une vidéo entière. Alors ici, regardons par exemple le temps. Alors donc ici, grand X, c'est le temps. On compte en milliers d'heures. La durée de vie d'une ampoule, sachant qu'elle a vécu au moins 5000 heures, probabilité pour qu'elle dépasse 7000, c'est-à-dire qu'elle soit encore vivante pendant au moins 2000 heures, c'est exactement la probabilité pour qu'elle soit vivante au moins 2000 heures quand elle est neuve. Bien sûr, quand je dis l'ampoule est encore vivante au bout de 2 heures, ça veut dire que sa durée de fonctionnement dépasse c'est pas 2 heures, c'est 2000 heures. Hein. Voilà, au bout de 2000 heures, elle n'est pas tombée en panne. C'est ça l'événement x supérieur ou égal à 2. Alors, on peut trouver ce modèle peu crédible parce que ça revient un peu à dire que l'ampoule, finalement, c'est comme si elle était toujours neuve. Alors, un argument pour contrer un peu ceci, c'est que se dire, si une ampoule a déjà marché 5000 heures sans panne, c'est que c'est une bonne ampoule. Et d'où sort cette relation? Ça n'a pas été démontré mathématiquement. Hein. C'est des gens qui ont mesuré des durées de vie d'ampoules ou de noyaux radioactifs et qui se sont rendus compte que ces durées de vie ressemblaient beaucoup à des lois exponentielles. Et une fois qu'on a une loi exponentielle, on peut, avec cette petite démonstration, obtenir ceci. Alors, à cause de cette propriété, on dit souvent que la loi de x, qui suit la loi exponentielle ici, elle est sans vieillissement ou sans usure. Parfois on dit sans mémoire. Alors pour montrer la puissance de cette formule, qui peut aussi se lire comme ceci. P de x supérieur à t plus h, sachant x supérieur à t ne dépend pas de t. Ah oui, ça ne dépend que de h. Pour bien le montrer, on va faire varier t, hein, en gardant h égale 2, ici, cette durée. Et voilà, par exemple, on prend 4, t égale 4 ici. Voilà, la probabilité de x supérieur à 6, sachant que x plus grand que 4, c'est encore p de x supérieur à 2. Hein. Alors tout ce qui précède est vrai, quelle que soit la valeur de h. Hein. Voilà, on peut faire varier le h ici. Et alors, bien voir ça en termes d'air. Hein. P de xt plus grand que h, sachant que x plus grand que t. Voilà, c'est le rapport de l'air hachuré en vert sur l'air tout en rose ici. Alors c'est quand même bizarre parce que ça a l'air de vouloir dire que la fonction a vraiment partout la même forme. Alors je trace ici un polygone. Et en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que si vous regardez ce polygone, ce rectangle bleu, hein, que vous promenez t ici, voilà. Si vous mettez ça à la même échelle, si vous mettez deux dessins qu'on voit ici, deux rectangles bleus à la même échelle, vous verrez exactement le même dessin. Alors, ça paraît peu crédible, on fait une petite expérience pour se persuader que c'est vrai. Bon, il n'y a que les fonctions exponentielles hein, qui vérifient ça. De même, il n'y a que la loi exponentielle qui est sans vieillissement. Tout le monde connaît bien la fonction exponentielle, hein, voilà, qui démarre doucement et qui augmente très très vite. Ici, on a tracé sa restriction à l'intervalle, sur l'intervalle moins 4, moins 3. Et moi, je voudrais montrer que c'est finalement le même dessin que sur l'intervalle, disons, on verra à droite 6, 7. Alors, le même dessin au sens où, sur cet intervalle, on regarde ce qui se passe dans un petit rectangle ici, hein, qui contient intégralement la courbe et puis l'axe des x. Alors, évidemment, sur l'axe, sur l'intervalle 6, 7, pour l'instant, on ne peut rien voir, il faut vraiment changer d'échelle. Voilà. Voilà, je l'ai représenté aussi sur l'intervalle 6, 7, ici. Alors, bon, vous voyez l'échelle ici. Moi, je vais vous persuader que ces deux portions de courbe ont exactement la même forme. Hein, c'est-à-dire qu'ici, je considère ce que j'appelle la forme. C'est le dessin que j'obtiens à l'intérieur de ce petit rectangle. Voilà. Ce sont exactement les deux mêmes dessins.
Voici la preuve que ce sont les mêmes dessins. Alors ici, sur cette feuille de tableur, on représente pour x entre moins 4 et moins 3 l'exponentielle de x. Voilà, ici, bon, petite valeur, c'est ce qui est fait à gauche. Et aussi pour x entre 6 et 7, l'exponentielle, alors évidemment, grande valeur, hein, à droite. Et manifestement, on a bien le même dessin. Alors, explication. Sur chacun des deux dessins, on passe d'un petit carré à l'autre. Alors, en ajoutant 0, c'est 0,1 ici la différence. En ajoutant 0,1 en abscisse et en ordonnée en multipliant par e puissance 0,1. Et c'est bien la même chose à gauche et à droite. Alors, on sait déjà que hachure rouge sur zone en rose est constant quand T varie. Et on va montrer que c'est la même chose avec les hachures bleues. Alors, on peut calculer ceci, probabilité de B bar sachant A, hein, c'est la même définition qu'ici. Mais on sait que A est la réunion disjointe de A inter B bar et de A inter B. Donc, d'où la somme des probabilités ici. Et donc, si on calcule P de B bar sachant A, on peut écrire ceci. P de A inter B bar, c'est P de A moins P de A inter B. Puis quand on réduit ici, ça fait 1 moins P de A inter B sur P de A, c'est-à-dire 1 moins P de B sachant A. Alors on a juste redémontré ici un point que vous connaissiez peut-être, hein, P de B sachant A, si je le fais passer à gauche, plus P de B bar sachant A, ça fait 1. Bon, c'est-à-dire que P indice A, P sachant A, c'est une mesure de probabilité. Bon, appliquons ceci à nos lois exponentielles. Alors, bien sûr, je vais appliquer celle-ci en fait. Hein. Voilà, P de B bar, c'est 1 moins P de B sachant A. Alors, je l'applique ici. X inférieur ou égal à T plus H, ça va faire 1 moins P de X supérieur ou égal à T plus H. Le tout sous la condition X supérieur ou égal à T. Mais ceci, on a démontré ici que c'était pareil que P de X supérieur ou égal à H. Donc ça me donne ça. 1 moins P de X supérieur ou égal à H. Et puis ceci, c'est bien P de X inférieur, strict ou inférieur ou égal à H. D'où cette formule qu'on vient de montrer. P de X inférieur ou égal à T plus H, sachant que X supérieur ou égal à T. Alors ça, c'est bien l'aire de la zone bleue sur la zone rose. Eh bien, c'est P de X inférieur ou égal à H qu'on voit ici. Et on a démontré finalement ceci, que l'aire de la zone bleue, ici, sur l'aire de la zone rose, ne dépend pas de T. Ainsi, bleu sur rose est constant quand T varie. Et aussi, c'est égal à P de X inférieur ou égal à H, ce qui est l'aire marron ici, toute seule. Bah oui, parce que si on amène T à 0, hein, l'aire bleue, ça va devenir l'aire marron. Et puis la totalité de l'aire rose, ça sera l'aire 1, l'aire sous la courbe. Dernière analogie pour tenter de rendre plus naturelle la notion de loi sans mémoire. Alors ici, on réalise l'expérience, lancer un dé bien équilibré, et on appelle succès obtenir un 6, et on s'arrête dès qu'on a un 6. Donc on peut effectuer comme ça plusieurs lancers, et on appelle X le nombre d'échecs avant le premier succès. Alors ici, X égale 0, X égale 1, X égale 2, etc. Et on a vu ça dans une précédente vidéo, ce schéma-là, pour montrer que la loi exponentielle, c'est l'équivalent continu de cette variable ici qui est discrète. Alors ici, la notion de loi sans mémoire, elle est évidente. Imaginez que vous êtes au départ, probabilité de gagner, d'avoir un 6 en 2 coups au maximum, c'est 1 sixième plus 5 sixièmes fois 1 sixième. Et si maintenant vous êtes, par exemple, ici, vous avez déjà raté 3 fois, probabilité d'obtenir un 6 en maximum 2 coups, c'est toujours 1 sixième plus 5 sixièmes fois 1 sixième. Le fait que vous ayez échoué 3 fois déjà n'augmente pas et ne diminue pas vos chances
réussir en moins de coups